Ouverture ce lundi après-midi de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition. 30 projets de loi dont celui portant loi électorale. Au menu des travaux, le colonel Malik Diao a présidé la séance d'ouverture. On verra les détails avec Aoulusseïnou Touré. Augmentation du prix du pain, 20 francs de plus, soit désormais 270 francs CFA la baguette. Le département en charge du commerce et les acteurs du cadre de concertation des différentes filières en ont décidé ainsi afin d'éviter toute spéculation au regard de la conjoncture internationale marquée par la hausse des cours mondiaux des produits de première nécessité. Lancement à Sikasso d'un projet de renforcement de la gestion des frontières et la résilience des communautés face à la criminalité organisée transfrontalière. Environ 2 milliards de francs CFA, c'est son coût. Il sera mis en œuvre par l'Organisation internationale de migration. Ramadan et chaleur, les bonnes astuces, c'est dans Focus Santé de ce lundi. Les informations nous seront données par Barakissa Ouattara en fin d'édition. Nous sommes lundi 4 avril. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout en image à Koulouba ce matin avec la traditionnelle montée des couleurs. La cérémonie était présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. La montée des couleurs, je vous le rappelle, a lieu chaque premier lundi du mois. Voilà. C'était ce matin donc à Koulouba, une cérémonie présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Descendons cap sur le CICB où le président du Conseil national de transition a présidé l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire du CNT. Le colonel Malik Diao, dans son discours, n'a pas manqué de faire une analyse de la situation politique de notre pays. Il faut par ailleurs noter que 30 projets de loi, dont celui portant loi électorale, sont au menu des travaux qui vont durer 90 jours. Aoulusseïnou Touré pour les détails. Dès le début de son propos, le président du CNT a évoqué les sanctions qualifiées d'injustifiées, d'inhumaines et dont la finalité serait, selon lui, d'isoler notre pays. C'est sans compter avec la bravoure et la détermination de notre peuple, dira le président Diao. Dotées d'une bravoure légendaire, les populations maliennes des villes et des campagnes, ainsi que celles de la diaspora, sont sorties massivement le 14 janvier 2022 pour défendre la patrie, soutenir les autorités de la transition, glorifier les forces armées maliennes et fustiger l'attitude de ces organisations sous-régionales dont le Mali est pourtant fier d'en avoir été membre fondateur. Cette mobilisation populaire gigantesque, inédite dans l'histoire de notre pays, restera éternellement gravée dans nos annales. Elle est la preuve parfaite que face à l'adversité, face à l'arbitraire, les Maliens restent toujours unis singulièrement lorsque l'ennemi découvre son front. Sous influence, la CEDEAO et l'UEMOA ne peuvent aucunement respecter les textes qui les régissent. C'est le président français qui le démontrera à tous égards à l'occasion des meetings de campagne. Lors de sa conférence de presse de campagne du 17 mars, Voilà, de petits problèmes techniques. Nous allons sûrement revoir cet élément tout au cours de ce journal. Et nous avons ce communiqué. Une forte délégation du Parti des Messes, aujourd'hui conduite par Souleymane Dambélé, a été reçue au siège du Parti Force Alternative pour le changement par le président Seydou Touré. Les échanges ont porté sur les perspectives d'avenir de la nation entière à la marche de la transition et d'autres sujets brûlants de l'heure. Les deux partis s'accordent à soutenir la transition et œuvrer pour une sortie honorable de la crise multidimensionnelle qui vit le pays depuis plus d'une décennie. Suivons cette audience accordée par le Premier ministre ressortissant de Douanza. Sécurité et développement de la région de Douanza ont marqué les discussions. Je vous propose d'écouter Aboubakar Ali Sissé, le chef de village de Douanza. Il est au micro de Tamsir Djabati. Vraiment, nous sentons
Ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent, raison pour laquelle il y a eu des déplacés. Vraiment, nous remercions les autorités pour ces gestes. Vraiment, ils sont en train de faire, les femmes sont en train de monter en puissance. Je remercie M. le Premier ministre. Dans tout ce que nous avons dit, vraiment, il nous a donné une réponse sûre sur l'insécurité alimentaire, sur les caniveaux, sur la construction, l'élargissement de la SOMAGEP et de l'électricité. Avec une pluie de 30 mm d'Ouanga pleure par inondation. Donc nous sommes venus porter à la connaissance du Premier ministre de tous ces problèmes et il nous a assuré que vraiment il ferait ce qu'il pourra faire. Et je vous rappelle que le Premier ministre a séjourné du 23 au 28 mars dernier à Doha, au Qatar, sur invitation de son homologue pour participer au forum de Doha. Le RTM vous propose ce soir, après ce journal, un magazine sur cette visite qui a permis de renforcer la coopération entre les deux pays. Un regard sur cette autre institution de la République. Il s'agit du Haut Conseil des collectivités. Son président, Mamadou Satigi Sidibé, a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Mali aux États-Unis. Les échanges ont porté sur la mission du nouvel ambassadeur, les possibilités de coopération entre le Haut Conseil des collectivités et le Sénat américain et surtout le renforcement des relations entre nos deux pays. Voilà. Le président Satigi qui recevait donc le nouvel ambassadeur du Mali aux États-Unis. Nous allons rester avec le président Sidibé qui va justement célébrer les 20 ans de son institution. Pour rappel, c'est un 5 avril 2002 que le Haut Conseil des collectivités du Mali a été créé. Depuis là, beaucoup de changements et d'évolutions. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mamadou Satigi Sidibé, président du Haut Conseil des collectivités. Il est au micro de Mamadou Fane. Il y a 20 ans, le Haut Conseil des collectivités était porté sur les fonds baptismaux pour traduire en actes concrets la volonté inébranlable du peuple malien à travers les collectivités territoriales de participer activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques. Depuis, que de chemins parcourus et que d'expériences engrangées dans le dur mais gratifiant apprentissage de l'exercice de la démocratie représentative. Aujourd'hui, plus que jamais, le Haut Conseil des collectivités reste un puissant instrument d'ancrage de l'architecture institutionnelle de notre pays. Ce 20e anniversaire se déroule au moment où notre pays fait face aux affres de la guerre asymétrique que lui imposent les groupes armés terroristes, d'une part, et aux conséquences néfastes d'un embargo injuste, illégal et inhumain que lui imposent la CEDEAO et l'UMOA, d'autre part. En ces circonstances, le Haut Conseil des collectivités félicite et encourage les forces armées de défense et de sécurité du Mali et d'ailleurs dans leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national. Renouvelle son indéfectible soutien aux autorités de la transition, félicite le peuple malien pour son sursaut patriotique et sa résilience. Appelle avec humilité les responsables politiques, les plus hautes autorités de la transition et les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO pour qu'ils trouvent un consensus afin de soulager les souffrances de leur peuple.
Voilà, Mamadou Satigui Diakité était donc au micro de Mamadou Fani. L'actualité du jour, c'est l'augmentation du prix du pain. 20 francs de plus, soit désormais 270 francs CFA la baguette. Le département en charge du commerce et les acteurs du cadre de concertation des différentes filières ont procédé à un réajustement afin d'éviter toute spéculation au regard de la conjoncture internationale marquée par la hausse des cours mondiaux des produits de première nécessité. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires, les prix restent inchangés. Les explications de Boubacar Sissoko. L'importance des sujets à l'ordre du jour a conduit à des échanges de plus de 4 heures. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a convaincu ses interlocuteurs sur la nécessité de prendre en compte la situation que traverse le Mali pour revoir les prix des produits de première nécessité. C'est ainsi qu'au regard de l'évolution des prix fournisseurs sur le marché mondial, les acteurs de différentes filières, en commun accord avec le département de tutelle, ont procédé au réajustement des prix. Cela s'explique par l'augmentation du cours du blé sur le marché mondial et de la hausse du prix du carburant. Il est convenu de fixer un prix pour le pain qui doit être vendu désormais à 270 francs, au lieu de 250 francs que nous avons essayer d'appliquer avant que les décisions ne se prennent. Je confirme effectivement la fixation du prix du pain à 270 francs au cours de ce mois. Et nous pensons effectivement que ce cadre nous permettra de prendre en charge toutes les questions liées au pain. Après analyse, les membres du cadre de concertation ont estimé que les prix des autres denrées alimentaires restent inchangés. Le kilogramme de sucre importé est fixé à 600 francs CFA et le sucre local à 500 francs CFA. L'huile importée est cédée à 1200 francs CFA le litre et celle locale à 1000 francs CFA. Le riz brisure est vendu à 350 francs le kilogramme. Je m'ignore aujourd'hui que le contexte international fait en sorte que le prix du blé a quitté de 200 et quelques dollars à 445 dollars la tonne, donc presque du simple au double. Ceci ne pourrait pas rester sans avoir un impact sur le prix de la farine au niveau national. Nonobstant ce constat de hausse du prix du blé sur le marché international, c'est l'occasion pour moi de saluer l'engagement patriotique des opérateurs économiques maliens, et en particulier les meuniers, mais aussi les boulangers et l'ensemble de la chaîne, de la filière, qui ont fourni des efforts énormes. Le chef du département en charge du commerce a rassuré que cette concertation va se poursuivre pour aplanir les difficultés du secteur. Et nous avons ce communiqué. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine informe l'opinion nationale qu'à ce jour, nos compatriotes résidant en Ukraine ont à majorité quitté le territoire ukrainien pour se réfugier dans d'autres pays européens. Le ministre fait observer cependant que 3 familles maliennes sont toujours sur place en Ukraine. Le ministère suit avec attention l'évolution de la situation et confirme que toutes les dispositions sont prises pour rapatrier nos compatriotes qui le souhaitent dans les meilleures conditions. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine informe qu'il demeure permanemment saisi de toute question relative à la protection et à l'assistance de nos compatriotes résidant en Ukraine. Le ministre s'engage à tenir le peuple malien informé de l'évolution de la situation de nos compatriotes. Opération Ramadan 2022, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes offre 10 tonnes de sucre à 8 associations islamiques. Cité au centre islamique d'Amdelay, Mohamed Kaantao et Aloubé Kone étaient présents. En cette période de Ramadan, le ministère en charge des Affaires religieuses multiplie les actions en faveur des nécessiteux. Cette fois-ci, c'est au tour de 8 associations islamiques de bénéficier de 10 tonnes de sucre. Je remercie le bon Dieu et ensuite président de la transition, Premier ministre et ses gouvernements sur ce don symbolique pour les musulmans et l'islam dans ces mois sacrés. L'action du gouvernement entre dans le cadre de l'opération Ramadan 2022, opération qui vise à distribuer
des kits de Ramadan et d'initier des œuvres de bienfaisance tout au long de ce mois. Cette donation est le résultat de l'appui exceptionnel de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, à l'endroit de l'ensemble des musulmans et musulmanes du Mali. Cela dénote de la considération que le Président et les plus hautes autorités de notre pays accordent à la chose religieuse, quel que soit le bord religieux. Chères associations et structures bénéficiaires, malgré le contexte mondial et global difficile, le gouvernement de la transition met à votre disposition ces quantités symboliques de sucre en ces moments d'adoration, de dévolution et de solidarité par excellence. Le ministre Koné se félicite de la bonne collaboration entre son département et les communautés religieuses. Cette année, le mois de Ramadan coïncide avec le carême observé par les chrétiens. Il en a profité pour leur souhaiter une bonne période d'abstinence et de privation. Le premier responsable du département en charge des affaires religieuses a en outre demandé de faire des bénédictions pour le retour de la paix au Mali. Fidèle au rendez-vous également, il s'agit de la fondation Cheikh Mansour Haïdara. Dans le cadre de son opération à Ramadan, en partenariat avec la fondation B-Aid, des kits alimentaires et des machines à coudre ont été offerts aux populations de Ségou pour un coût d'environ 38 millions de francs CFA. De Ségou, la correspondance de Condicila. 450 kits alimentaires pour les populations démunies et 10 machines à coudre pour les associations féminines. À travers ces donations, la fondation Cheikh Mansour Haïdara et son partenaire B-Aid entendent apporter leur contribution à l'occasion du mois de Ramadan. Un geste de solidarité estimé à 38 millions de francs CFA qui vient alléger les besoins du moment. Tout d'abord, nous remercions le bon Dieu. Ce don a été fait aujourd'hui dans le cadre du mois de Carême, qui par l'islam dit le mois de Carême. Vivement pour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc ici, le sens, c'est surtout pour apporter un soutien au peuple malien qu'on aime beaucoup et qu'on adore beaucoup. On a pas mal de projets en cours. On a un chantier qui est en train de se construire actuellement pour apporter un peu un soutien pour tout ce qui est orphelin, tout ça, Inch'Allah. Au nom des bénéficiaires, le maire a salué cette initiative de la Fondation et de ses partenaires, une initiative qui n'est pas une première. Aussi, des bénédictions ont été formulées à l'occasion de ce mois béni de Ramadan pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Lancement à Sikasso d'un projet de renforcement de la gestion des frontières et la résilience des communautés face à la criminalité organisée transfrontalière. Environ 2 milliards de francs CFA, c'est son coût. Il sera mis en œuvre par l'Organisation internationale de migration. Le projet va intervenir dans les zones frontalières du Niger, du Mali et du Burkina Faso, nous dit Moustapha Doumbia. Il s'agit d'un projet intitulé « Améliorer la gestion des frontières et la résilience des communautés face à la criminalité organisée transfrontalière au Niger, au Mali et au Burkina Faso, avec un accent sur la route de la Méditerranée centrale. Un projet de 24 mois financé à environ 2 milliards de francs CFA par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Italie. Il est mis en œuvre par l'OIM, Organisation internationale pour la migration. Pour atteindre les résultats attendus, la première, renforcer la communication et les interactions entre les communautés frontalières et les forces de défense et de sécurité. Le deuxième axe d'intervention, améliorer les capacités opérationnelles et institutionnelles des acteurs publics en les dotant d'équipements et d'infrastructures modernes pour une approche intégrée de la gestion des frontières. Et troisièmement, favoriser le partage d'informations entre les acteurs de la gestion de frontières à travers des plateformes régionales et transfrontalières. Selon l'intervention par vidéoconférence de l'ambassadeur d'Italie au Mali, 80 à 90% des migrants qui arrivent en Italie ont subi des violences entraînant parfois des problèmes mentaux. Les chefs de l'exécutif régional de rappeler que la démarche cadre avec la vision des plus hautes autorités. Ce projet cadre parfaitement avec le plan national de gestion des frontières établi par le gouvernement du Mali, toutes choses qui méritent l'encouragement de nos partenaires techniques et financiers. C'est le lieu de remercier et féliciter l'Organisation internationale pour la migration OIM
pour cette action qui prouve à suffisance la bonne qualité de la coopération entre le gouvernement du Mali et le système des Nations Unies. Le projet intervient dans les régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala et San. La cérémonie de lancement est sanctionnée par la remise au gouverneur de Sikasso du document de stratégie pays de l'Organisation internationale pour la migration 2021-2024. Troisième session ordinaire du Conseil d'orientation de la Fondation pour la solidarité. Pour l'année 2022, le programme s'articule autour des domaines de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconversion. Inaba nous en parle. La troisième session du Conseil d'orientation de la Fondation pour la solidarité porte sur l'examen et la validation du rapport d'activité, le point d'exécution du budget 2021 ainsi que le projet de programme. Cette session est aussi consacrée aux questions de finances. Par exemple, pour l'année 2021, le taux d'exécution du budget est de 97,80%. Les activités réalisées sont entre autres la donation de vivres à 1440 familles des forces de défense et de sécurité à l'occasion du mois de Ramadan et de la 26e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la remise de 3 tricycles à moteur aux blessés de guerre, la remise de 660 kits scolaires aux orphelins de militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur, la remise d'un important lot de médicaments à la Direction centrale des services de santé des armées pour les blessés d'opération. S'agissant du projet de budget 2022 que les administrateurs examinent, il se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 354 millions de francs CFA. Malgré la crise multidimensionnelle que notre pays connaît, la Fondation pour la solidarité a des défis à relever au cours de cette année. Il s'agit notamment du financement des activités génératrices de revenus en faveur des veuves, des militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur, des logements sociaux lors des prochaines attributions au profit des familles des militaires et paramilitaires, de l'appui aux structures sanitaires de certaines garnisons militaires en médicaments et en appareillage et de la poursuite des démarches pour l'acquisition d'un site pour la construction d'un cimetière militaire à Bamako. La Fondation pour la solidarité a été créée en 2019. Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des militaires, de leurs familles et leurs ayants droit. Le programme national de filets sociaux Djigui a tenu la 18e session de son comité de pilotage. Le budget 2022 du programme s'élève à plus de 18 milliards de francs CFA. Le reportage d'Isaac Tchenou avec la voix de Mamoutou Danti. Cette 12e session du programme national des filets sociaux Djigui devrait permettre de faire le point de l'état d'avancement du programme avant de tirer les enseignements de sa mise en œuvre. Ces ressources ont permis au programme Djigui de poursuivre les opérations de paiement des transferts monétaires dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao sur les comptes du FA2 et de continuer les opérations de paiement à Kona dans le cadre du financement multidonateur et de procéder à l'achèvement des paiements de la phase 1 du projet gouvernemental des filets sociaux dans les secteurs de Yélimane, Yanfolila, Koulikoro, Banamba et la commune 4 du district de Bamako. Ensemble, les réalisations du programme des filets sociaux Djigui au cours de l'année 2021 s'élèvent à 6,441 milliards de francs CFA, sur une prévision estimée à 18,064 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 35,66%. Malgré des difficultés rencontrées, le programme national des filets sociaux Djigui a enregistré des résultats appréciables. Mais l'année aussi a été marquée par le lancement du programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence. Comme vous le savez, donc ce programme devait permettre de faire des transferts sociaux à tous les ménages, à 1 million de ménages pauvres au Mali. Comme vous le savez, ce programme a démarré et nous avons pu, à la date d'aujourd'hui, faire les paiements au tiers des Maliens déjà bénéficiaires de ce programme. Et nous sommes heureux de rappeler que ce financement a été réalisé entièrement sur le financement national, sur le budget national du Mali. L'objectif de développement de ce programme est de fournir des transferts en espèces aux ménages pauvres et en situation d'insécurité alimentaire. Revenons au CICB où le président du Conseil national de transition a présidé l'ouverture des travaux de la 2e session ordinaire du CNT. Aoulou Seyni Touré nous en parle.
Dès le début de son propos, le président du CNT a évoqué les sanctions qualifiées d'injustifiées, d'inhumaines et dont la finalité serait, selon lui, d'isoler notre pays. C'est sans compter avec la bravoure et la détermination de notre peuple, dira le président Diao. Dotées d'une bravoure légendaire, les populations maliennes des villes et des campagnes, ainsi que celles de la diaspora, sont sorties massivement le 14 janvier 2022 pour défendre la patrie, soutenir les autorités de la transition, glorifier les forces armées maliennes et fustiger l'attitude de ces organisations sous-régionales dont le Mali est pourtant fier d'en avoir été membre fondateur. Cette mobilisation populaire gigantesque, inédite dans l'histoire de notre pays, restera éternellement gravée dans nos annales. Elle est la preuve parfaite que face à l'adversité, face à l'arbitraire, les Maliens restent toujours unis singulièrement lorsque l'ennemi découvre son front. Sous influence, la CEDEAO et l'UEMOA ne peuvent aucunement respecter les textes qui les régissent. C'est le président français qui le démontrera à tous égards à l'occasion des meetings de campagne. Lors de sa conférence de presse de campagne du 17 mars 2022, diffusée sur la chaîne BFM TV, le président Emmanuel Macron déclarait grosso modo sur le sujet, je cite, « J'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale et à l'Union africaine pour prendre des décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons toujours fait à chaque fois. Là, je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est cela malheureusement la triste réalité. C'est cela la triste vérité. C'est de cette manière sous-marine que les questions concernant le Mali sont traitées. Ces sanctions n'ont en rien entamé la résilience du peuple et des autorités de notre pays décidées à faire aboutir le but ultime de cette transition. L'occasion est bonne pour féliciter le gouvernement qui a su mettre rapidement cette période d'embargo à profit pour diversifier les opportunités économiques du Mali. L'occasion est bonne également pour saluer toutes les initiatives prises par le gouvernement pour attaquer les sanctions économiques injustement imposées à notre pays devant la Cour de justice de l'UEMOA. Le sursis à l'exécution des dites sanctions, décidé par cette Cour le 24 mars 2022, en dit long sur leur illégalité et la force des arguments développés par l'État malien et ses avocats, à travers lesquels je félicite tout le barreau malien. Le président du CNT a appelé les Maliens à l'union et à la concorde, seule attitude qui vaille en cette période. Il n'a pas non plus occulté la montée en puissance de notre armée nationale, cela malgré la nature de la lutte. Notre pays, vous le savez, a été malheureusement endeuillé ces dernières semaines par quelques attaques terroristes, dont la plus meurtrière a été celle du 4 mars 2022, ayant pris pour cible le poste militaire de Mondoro. Tout en condamnant à nouveau cet attentat lâche et ignoble, nous saluons la bravoure et la riposte énergique de nos forces qui ont permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Nous réitérons nos condoléances émues à la nation malienne tout entière, à l'armée malienne, ainsi qu'aux familles des vaillants militaires tombés sur le champ de l'honneur. À tous les blessés, nous leur adressons également nos vœux de prompt rétablissement. Au-delà, nul doute que la physionomie de la lutte que mènent les forces armées maliennes contre les groupes terroristes a littéralement changé depuis des mois. En effet, nous notons avec satisfaction que les FAMA maintiennent avec constance leur démarche offensive de neutralisation des terroristes
et de leurs nids criminogènes. Les nombreux résultats engagés sur les différents théâtres d'opération et largement salués par nos populations dénotent de la montée fulgurante en puissance de notre armée. La diplomatie parlementaire est très active, en témoigne le déplacement du président Diaw en Guinée, un pays frère qui a toujours exprimé sa solidarité envers notre pays. Cette deuxième session ordinaire du CNT va plancher sur une trentaine de projets de loi. Après son installation le 5 décembre 2020, le CNT entame aujourd'hui sa deuxième session ordinaire d'avril. Elle couvrira une période de 90 jours et aura à examiner en l'état actuel du tableau des saisines 30 projets et propositions de loi. Certains de ces dépôts, faut-il le souligner, sont essentiels à la refondation de notre pays. Tel est le cas du projet de loi électorale pour l'examen duquel vous voudriez bien accorder une attention particulière, car constituant un des piliers de rectification de notre démocratie. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, plusieurs activités seront au programme. C'est dans ce cadre que le président du CNT a annoncé le passage du Premier ministre devant son institution pour des échanges autour du processus de refondation. Je voudrais m'adresser solennellement au Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui dire qu'indépendamment des évaluations périodiques faites du PAG, les Maliens veulent savoir exactement l'état d'avancement du processus de transition ainsi que le chronogramme détaillé, Monsieur le Premier ministre. Cela est d'autant plus important que c'est au peuple que revient la paternité des conclusions des ANR, notamment celles devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les échanges en cours avec la CEDEAO ne devraient en aucune manière constituer un facteur de blocage de notre processus de refondation. Sur cette question, Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous que vous serez certainement invité à passer devant le CNT conformément à sa mission de contrôle de l'action gouvernementale pour des échanges plus approfondis dans un très bref délai. À présent, sur un tout autre plan, l'Institut d'économie rurale lance le livre intitulé « Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique au Mali, résultats et leçons apprises au Sahel ». Mariam Koulibaly nous fait la présentation de l'ouvrage. Cet ouvrage qui vient d'être lancé est le fruit d'un partenariat entre le Mali et le Royaume de Norvège. Il met en exergue la grande potentialité des technologies mises au point pour l'augmentation de la productivité et de la production agricole au Sahel. Au Mali, la recherche agricole avec grand A fait face à un grand défi qui est celui de rendre plus performant et résilient un secteur qui occupe une place de premier plan dans l'économie nationale. C'est un livre qui est une compilation non seulement des technologies, mais également des connaissances nouvelles dans le domaine du changement climatique, mais également dans le domaine, par exemple, du dromadaire, qui est un animal qui a été un peu délaissé par rapport à la recherche au Mali. Il est cognitif, mais également il est stratégique. Le livre de 404 pages offre aux décideurs et producteurs des réponses adéquates face aux aléas climatiques. Il apparaît clairement que le présent ouvrage est un outil de sensibilisation et de valorisation des technologies et des connaissances développées par le projet d'adaptation au changement climatique en vue de renforcer la résilience des producteurs et productrices agricoles au changement climatique. Rédigé sous la supervision d'un comité de lecture composé d'éminents chercheurs du Mali et du Royaume de Norvège, le dit ouvrage est soumis à l'utilisation d'un large public au bonheur de l'agriculture malienne.
La commune rurale de Sirakorola, située à 50 km de Koulikoro, aura bientôt son tout premier lycée public. 550 millions de francs CFA, un financement du gouvernement malien à travers le budget national, seront débloqués pour sa réalisation. La pose de la première pierre de l'infrastructure éducative a été faite par le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Ousmane Koïta pour le compte-rendu. C'est par ce geste symbolique que le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo, pose ainsi la première pierre du tout premier lycée public de Sirakorola. L'infrastructure qui sera bâtie sur une superficie de 5 hectares va enlever une grosse épine des pieds des autorités politiques et administratives du cercle de Koulikoro. Dans le processus de la décentralisation, l'enseignement secondaire est une attribution et compétence institutionnelle du Conseil de SEC, comme stipule les textes de la décentralisation. Je vous rassure que la construction du lycée nous enlève une grosse épine du pied en tant qu'autorité politique, locale et parents d'élèves. Les populations des 55 villages de la commune rurale de Sirakorola et celles des communes voisines ont à travers le maire témoigné leur satisfaction pour le choix porté sur cette commune qui abrite un tel joyau qui permet désormais aux enfants d'apprendre sur place. La création du lycée public de Sirakorola va permettre à la commune de résoudre les problèmes en matière d'éducation au niveau de la commune, notamment de résoudre le problème d'hébergement des nouveaux admis au DEF dans les centres urbains. D'un coût de réalisation de plus de 550 millions de francs CFA entièrement financés sur le budget national, cette infrastructure dont les travaux dureront 5 mois traduit en actes concrets la volonté des autorités de la transition à faire de l'éducation le moteur de développement. Les plus hautes autorités ont bien compris le message, ils ont entendu et c'est ainsi qu'ils ont accepté le financement à hauteur de 553 millions de francs CFA. Alors pour la construction de ce centre qui sera au bénéfice des enfants de beaucoup de communes. Les travaux seront réalisés par 3 entreprises, à savoir l'entreprise Drissa Traoré, l'entreprise de développement de Gourma et l'entreprise Malin de construction et d'aménagement urbain sous la supervision des styles et techniques. Inauguration du bloc opératoire équipé d'une unité de banque de sang au centre de santé de référence de Gao, Sambari Aïdara, Alassane Amadou nous en parle. Par cette coupure symbolique du ruban, le représentant de l'exécutif régional et le directeur régional de la santé viennent d'inaugurer le tant attendu bloc opératoire du centre de santé de référence de Gao. La réalisation de cette infrastructure équipée a été possible grâce à l'engagement de l'autorité intérimaire du cercle de Gao et l'accompagnement des partenaires. Nous avons bénéficié d'une subvention de l'ANICT. Et par délibération, tous les membres de l'autorité intérimaire ont accepté que ce fonds soit investi au CCRF pour la construction de ce bloc. Par la même occasion, d'autres partenaires nous ont accompagnés. En plus du bloc opératoire, le CCRF de Gao dispose désormais d'une unité de banque de sang, se réjouit le médecin-chef. Les centres de santé de référence dans la pyramide sanitaire du Mali constituent le premier niveau de référence pour la prise en charge des urgences chirurgicales, singulièrement les urgences obstétricales. Et donc, cette œuvre pourra contribuer à désengorger l'hôpital, à donner plus de chances aux femmes enceintes et aux enfants qui sont en état de souffrance d'être pris en charge à temps réel. Nous, autorités administratives, réitérons notre engagement et notre soutien aux équipes socio-sanitaires dans leurs efforts constants dans l'amélioration de la santé de nos populations. Avec la réalisation de ces 2 unités sanitaires couronnées par une formation en recyclage du personnel soignant, le CCRF de Gao a d'ores et déjà commencé la prise en charge des malades, notamment des femmes, pour la césarienne. C'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 4 avril 2022. Nous enregistrons 11 cas positifs, 6 guéris, 0 décès. 44 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Ramadan et chaleur, les bonnes astuces, c'est dans Focus Santé de ce lundi. Cette année, le Ramadan s'annonce très difficile dans la mesure où le thermomètre s'envole de jour en jour en affichant souvent des températures proches des 40 degrés. Comment faire son jeûne en cette période de chaleur? Barakissa Ouattara, Adama Kamara nous en parle. 40 degrés comme température maximale. C'est sous ce climat que les fidèles musulmans accueillent le Ramadan, un mois au cours duquel les musulmans adultes et enfants ayant atteint la puberté, selon le courant de l'islam, doivent s'abstenir de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Avec le Ramadan, la chaleur, ça ne va pas être facile.
Parce que quand vous jeûnez et puis passez pour venir au travail, là, non. Une dure épreuve, certes, mais qu'il faut accepter de surmonter selon Boubacar Sidibé, qui souligne qu'il s'agit de s'acquitter de son devoir religieux. Quelles que soient les circonstances, moi je jeûne. C'est une recommandation de Dieu et ça ne tue personne. Mais lorsque tu as des problèmes de santé, le jeûne n'est plus une obligation pour toi. Si le ramadan engendre un chamboulement de rythme de vie associé à la chaleur, les deux ne feront certainement pas bon ménage. Le problème majeur que pose la chaleur, c'est la déshydratation qui est très importante avec la transpiration, qui est aussi majorée par le ramadan, parce qu'il y a un jeûne qui est là, plus de 10 à 12 heures en fonction des localités, donc il fait perdre beaucoup d'eau qui n'est pas compensée. Donc il y a ce risque de se déshydrater, qui a des complications aussi avec le fait d'avoir une hypercoagulabilité, comme on le dit, l'eau qui fuit le sang se concentre. Le gros risque, c'est qu'il y a un risque de boucher les vaisseaux. La chaleur associée à une privation d'eau et de nourriture peut aussi provoquer des cas de coups de chaleur qui peut même entraîner la mort. Qui est quand même une situation souvent très grave, fait que souvent les patients ont des tensions, ont des températures très élevées pouvant atteindre 40 degrés avec des complications sur le cœur, le vaisseau, le système nerveux. Ces deux périodes qui coïncident présentent des risques bien réels, surtout chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques. Quand les gens ont d'autres maladies chroniques, quand les gens sont diabétiques, surtout qui veulent jeûner, ces gros risques-là. Et souvent aussi il y a le risque de l'hyperglycémie, parce que quand les gens ne mangent pas, l'organisme réagit pour apporter du glucose. Et avec le jeûne aussi, à un moment donné, l'organisme est obligé d'utiliser les graisses pour pouvoir apporter du sucre nécessaire aux différents organes. Donc ce qui va produire des corps cétonuriques qui vont donner des problèmes respiratoires, des problèmes de douleur abdominale, de vomissements. Autres personnes qui peuvent s'attendre à des coups durs de cette période, les personnes vivant avec un handicap, les couches socialement défavorisées, mais également certaines couches professionnelles dont le métier les expose permanemment au soleil. Pour passer un bon ramadan, le médecin conseille une alimentation saine dès l'aube. C'est de bien prendre un repas bien copié, surtout des repas qui contiennent des aliments où l'absorption se fait tout doucement, que le sucre n'est pas utilisé tout de suite, à savoir le pain, les pâtes, les féculents, les céréales et le lait. Ce qui est surtout recommandé à l'aube. Il faut bien manger pour pouvoir quand même affronter toute la journée. Même conseil à appliquer après la rupture. Mais ce qu'il faut éviter, c'est surtout les grignotages. Après la rupture, il ne faut pas boire suffisamment d'eau tout de suite ou bien se jeter sur la viande, le poisson. Ce qui est recommandé, c'est surtout prendre un peu d'aliments sucrés, avec le thé ou le café un peu sucré, et boire du lait. Mais c'est tout ce qui est recommandé, de l'eau en boisson avec du lait et des dattes. Le cycle d'absorption un peu lente. Maintenant, quelques instants après, on peut prendre les petites soupes, la viande et autres. La santé reste prioritaire, même si jeûner est une obligation religieuse. L'islam n'interdit pas à un fidèle musulman de s'abstenir de jeûner en cas de difficulté ou d'incapacité. Barakissa Ouattara, merci pour ces conseils. Pour rappel, dans ce journal, nous avons écouté le président du Haut Conseil des collectivités du Mali, Mamadou Satigui Diakité, qui nous parlait des 20 ans d'existence de son institution créée le 5 avril 2002. Aussi, l'ouverture au CICB de la deuxième session ordinaire du CNT, 30 projets de loi, dont celui portant loi électorale au menu des travaux de 90 jours. C'est donc la fin de ce journal. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Grand merci à nos téléspectateurs de Douala et de Yaoundé. C'est au Cameroun. Bonsoir et à demain.